Impôts et justice sociale, le podcast francophone du réseau Tax Justice Network. Bienvenue à Impôts et justice sociale, le podcast qui vous parle en français de la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Je m'appelle Idriss Lage. À la une ce mois. À la une ce mois, un seul sujet à l'ordre du jour. Nous parlerons des exonérations fiscales dans le cadre de l'aide publique au développement, bien sûr. Ils viennent nous aider en Afrique, ils nous apportent des centaines de milliards et en contrepartie, certains nécessitent que cela ne fasse pas l'objet de taxation, privant encore l'Afrique de ressources nécessaires au financement de son développement. Nous aborderons cette question avec des avis qui ont été émis dans le cadre d'une récente conférence, il y a près de 6 mois quand même, organisée par l'OCDE, où des experts de plusieurs pays et institutions ont donné leur avis sur la question. Je rappelle que vous pouvez suivre notre page de podcast sur impotsocial.lipsin.com, Lipsin avec SYN à la fin. Vous pouvez aussi aller sur notre page YouTube www.impôts et justice sociale ou encore sur l'application Stitcher pour ceux qui veulent interagir avec nous, notre page Facebook Impôts et justice sociale, notre page Twitter Impôts social, et vous pouvez aussi m'écrire par mon adresse email impôts avec S bien sûr _8 social @outlook.fr. Voilà pour la une. À tout de suite pour les détails. Mesdames, Messieurs, la question ne fait pas l'objet d'un grand débat public, mais les pays qui sont sur le chemin du développement, comme ceux d'Afrique, ont besoin de savoir clairement comment les exonérations fiscales dans le cadre de l'aide publique au développement affectent leur budget au final. Il est aussi important pour tout le monde de clarifier les politiques fiscales relatives aux investissements liés à l'aide au développement. Et cela est important, notamment pour le suivi budgétaire par la société civile des pays concernés, mais aussi pour éviter des conflits avec les entreprises très souvent étrangères qui viennent exécuter le déploiement de l'aide publique au développement. Au cours de cette édition, nous entendrons différentes interventions. Je dois rappeler que nous avons collecté les avis émis dans le cadre d'un débat sur la fiscalité et le développement organisé par l'OCDE il y a 6 mois, et donc je peux annoncer une femme, mais vous entendrez une voix d'homme. Ce sont les effets de l'interprétation. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé à poser ce type de problème? Écoutons Rachel Morris. Elle est analyste politique au sein de l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique. Eh bien, historiquement, la majorité des membres de l'OCDE ont demandé des exonérations d'impôts sur l'aide au développement en biens et services pour différentes raisons. Eh bien, quel est le maximum d'aide que peuvent recevoir ces pays? C'est là une des préoccupations de certains pays pour s'assurer que ces biens et services sont livrés au pays pour l'aide. D'autres estiment qu'il peut y avoir un problème de gouvernance dans certains pays. Donc, par exemple, s'il y a une imposition sur l'assistance au développement, et ça peut être un problème de budget pour le gouvernement. On ne peut pas toujours aider le gouvernement si vous avez des préoccupations quant à ce gouvernement, vous souhaitez aider la population. Un autre point, on souhaite s'assurer qu'on peut fournir une aide d'urgence humanitaire lorsque c'est nécessaire. Et si, pour clarifier, la plupart des recherches qui ont été faites sur la position de l'APD ont essayé de revoir les protocoles pour l'urgence, l'aide d'urgence et l'aide humanitaire pour s'assurer que celle-ci peut être fournie le plus rapidement possible. Donc il faut y avoir différentes façons de fournir cette aide-là. Et ce n'est pas vraiment là-dessus qu'on va se pencher ici. Et enfin, la dernière raison, c'est qu'il faut essayer
d'éviter la charge administrative liée au respect des obligations fiscales dans les systèmes fiscaux peu performants, parce que parfois il faut y avoir cela peut représenter beaucoup de travail administratif pour obtenir cette aide. Donc voilà certaines des raisons historiques pour lesquelles des exonérations fiscales étaient en place. On comprend bien le sens de cette problématique, mais qu'est-ce qui a été fait au niveau de l'OCDE et de ses partenaires depuis qu'on en discute? Toujours Rachel Maurice. Mais récemment, les choses ont changé. D'abord, le panorama dans lequel se trouvent ces exonérations fiscales pour APD a changé de façon considérable ces dernières années. Il faut qu'il y ait des mesures d'incentives efficaces et donc les incentives fiscales semblaient parfois être inutiles parce que les investissements auraient eu lieu de toute façon. Et souvent, ils généraient davantage de difficultés que nécessaires. Donc, nous essayons d'améliorer la transparence et la reddition de comptes des investissements et de la fiscalité pour être sûr que les résultats escomptés sont obtenus. Mais certaines personnes vont dire « Mais attendez, si ces mesures incentives étaient efficaces, peut-être qu'on était inefficaces, peut-être qu'on doit se poser la même question pour d'autres exonérations. » Et donc, on peut passer à la diapositive suivante. En ce qui concerne les pays en développement, bon nombre d'entre eux ont amélioré leurs systèmes fiscaux considérablement ces dernières années. Et donc, concernant la charge administrative pour les projets d'aide publique au développement, eh bien, celle-ci n'est plus vraiment pertinente. On voit que certaines administrations fiscales souhaitent maintenant changer cela en mettant en place un système de régulation différents pour les projets d'APD. Et il peut y avoir un manque de clarté parfois, en particulier lorsqu'il n'y a pas de transparence concernant qui est inclus, qu'est-ce qui n'est pas inclus dans les exonérations. Cela peut rendre les choses très compliquées pour les autorités fiscales pour appliquer les règles de façon efficace et pour réellement comprendre si ces exonérations ont un impact sur le système fiscal et quel impact. Donc il faut davantage de clarté quant au fonctionnement des systèmes fiscaux et l'impact que ces exonérations ont sur ce dernier. Dans les pays en développement, il faut davantage de transparence et de clarté pour réduire les problèmes liés à cette APD. Cela peut être parfois compliqué s'il y a des sous-traitants dans le secteur privé, lesquels souhaitent réellement savoir s'ils vont avoir droit à une exonération fiscale ou non. Et s'il n'y a pas de transparence, cela peut vraiment avoir un impact sur la programmation, l'administration des projets. Et vous pouvez voir qu'il y a un désir pour davantage de transparence ici, pour que la planification soit claire, pour que les sous-traitants du projet, etc., et sachent qui est éligible à une exonération ou non. Donc voilà l'aspect fiscal des choses. De nombreux pays donateurs ont adopté des politiques face aux exonérations fiscales. Évidemment, c'est un problème, car on l'a toujours répété chez Tax Justice Network, entre les évitements fiscaux, les trafics sur les prix du commerce international, l'Afrique est celle qui donne le plus d'argent au monde dans sa relation avec le monde. L'Afrique est celle qui perd le plus d'argent. Et même dans le cadre de l'aide, une partie de l'argent retourne souvent dans les pays donateurs sous forme de contrats de services aux entreprises, et le continent, très souvent, reste avec une étude qui n'est pas toujours très connue, ou au mieux une route dont le gain net sur l'économie n'est pas évalué. Mais bon, tous les pays ne sont pas la même enseigne. Un cas de pays donateur qui nous intéresse, c'est la Norvège. Et lors de ces discussions, Hege Fisknes, qui conseille le ministère norvégien des Affaires étrangères, a pris la parole. Écoutons déjà avec elle ce qui a été fait par la Norvège pour que les exonérations ne soient pas véritablement un problème dans le cadre des pays à qui la Norvège accorde sa coopération pour le développement. Merci de me donner l'occasion de présenter l'approche norvégienne sur l'imposition de l'APD. Nous allons voir ce qui a été fait à partir de 2013 concernant les exonérations dans les accords bilatéraux.
Tout d'abord, je souhaite vous en dire un peu plus sur le contexte de cette politique. Voilà certains des points qui ont été pris en considération lors de la mise en œuvre de cette politique. Nous sommes penchés en particulier sur la mobilisation des ressources nationales, sur la coopération technique avec les administrations fiscales. Nous avons vu comment cette large gamme d'exonérations fiscales représente une charge administrative considérable dans bon nombre de cas et peut aussi mettre à mal les systèmes fiscaux, bien souvent. Vous l'avez déjà mentionné, il y a parfois des zones grises et certains processus de marché public sont exempts et cela peut générer des problèmes. Nous trouvions qu'il était de plus en plus paradoxal de travailler là-dessus, de promouvoir des systèmes d'imposition transparents et simples et en même temps de demander des exonérations fiscales pour les marchés publics. Alors maintenant, concernant le processus de décision qui a eu lieu en 2012-2013, nous avons vu comment nous pourrions changer notre politique parce que nous avons vu que cela pouvait avoir un impact sur la politique en fait, d'exonération en général. À l'époque, en 2012, nous avions un soutien politique fort pour agir sur ce point. Nous nous sommes penchés sur les différents canaux. Nous sommes entrés en contact avec la société civile, les organisations internationales, et nous avons des accords directs avec les gouvernements des pays partenaires. Nous avons donc analysé les différents canaux possibles et en ce qui concerne les organisations multilatérales, nous avons travaillé pour essayer de changer certaines pratiques également sur ce point, mais nous avons pris conscience aussi qu'il serait assez difficile pour la Norvège de changer les politiques concernant ces points sensibles. Et donc, nous avons conclu qu'il fallait changer finalement l'opinion publique avant de changer les règles. Une politique donc claire de la Norvège, mais intéressons-nous aux implications de ce processus, toujours avec Madame Fisknes. Alors, les conséquences. À l'époque, nous avons fait des calculs assez généraux parce que c'était assez difficile et cela représentait un travail considérable de tout calculer, pays par pays, du pourcentage des exonérations. Et tout dépendait aussi de la nature de l'aide et de l'ampleur des projets. Certains projets, bien sûr, étaient plus chers en termes de taxes, surtout s'il y avait beaucoup d'importations. Et donc, si on faisait ce calcul qui était très chronophage, cela pouvait avoir une différence majeure sur un projet et donc tout devait être changé l'année suivante. Et donc, il était très compliqué de s'assurer que les taxes seraient payées. Ensuite, le point suivant, c'est pas vraiment une conséquence du fait qu'il n'y ait plus d'exonération, mais c'est plutôt une tendance parallèle. On a constaté que la part d'aide directe au gouvernement était en déclin. Donc cela, bien sûr, a un impact sur les différentes politiques et les projets couverts. En fait, il y aurait moins de projets couverts par ces accords. Donc, en moyenne, nous avons vu que l'impact en termes de montant était réduit. Je pourrais également vous en dire un petit peu sur l'aide humanitaire parce que celle-ci serait fournie en fonction des principes humanitaires. Mais là encore, c'est qu'il n'y a pas d'accord gouvernement-gouvernement. Donc nous sommes limités à l'APD gouvernement-gouvernement. Il faudrait que les exonérations soient vraiment explicites et donc normalement l'aide humanitaire est donnée dans un cadre différent. On imagine que la mise en place de tels processus pour des pays aux législations fiscales et même aux politiques fiscales différentes peut ne pas se faire sans qu'il y ait un ensemble de défis. Madame Fisknes nous parle des défis de l'expérience norvégienne. Nous avons été en contact avec les ONG norvégiennes, nous avons mené des consultations et ils ont apprécié notre approche. Ils ont soutenu l'idée de mettre un terme aux exonérations fiscales. En fait, ça a été assez difficile en pratique parce qu'ils ont des réseaux avec d'autres pays, d'autres organisations plus larges et ils reçoivent des financements de nombreux pays différents et certains programmes insistent pour avoir des exonérations fiscales, ce qui a été un problème. Mais notre politique a été en fait de dire aux ONG qu'ils peuvent obtenir un soutien, une aide publique et payer des impôts. Donc,
Nous avons ensuite signé des accords avec les autorités des pays partenaires, parce que parfois c'était les autorités norvégiennes elles-mêmes qui demandaient les exonérations. Donc c'est là que nous avons commencé, c'était ce qui nous a semblé le plus naturel, de commencer avec les autorités norvégiennes. Alors ensuite, pour la mise en œuvre, nous avons envoyé cette instruction à nos ambassades en septembre 2013 par notre système interne. Et nous nous sommes basés sur deux principes, pour ainsi dire, deux approches. La première était de le faire petit à petit, à chaque fois que des nouveaux accords étaient signés. Et ensuite, il s'agissait de travailler de graduellement renégocier les accords déjà en place, pour essayer d'éviter des exonérations. Nous avons commencé avec une approche flexible. L'idée n'était pas d'insister sur les exonérations. Nous sommes conscients qu'il y a des situations où cela peut être difficile, compliqué, cela peut représenter une charge supplémentaire lorsqu'on finance d'autres pays, où cela pouvait avoir des conséquences négatives disproportionnées. Donc nous avons fait preuve de flexibilité. Tout dépend souvent de la personne qui en fait faisait les délibérations. Clairement, la règle était qu'on ne devrait pas demander d'exonération. Parlons maintenant des pays en développement, des pays en processus de développement. Comment est-ce qu'ils abordent la question des exonérations fiscales dans le cadre de l'aide publique au développement? Parlons surtout de l'Afrique. Et un expert qui a travaillé sur la question, Grégoire Rota-Graziosi, il est directeur du Centre d'études et de recherche sur le développement international. C'est une organisation publique basée en France et dans le cadre de la FERDI, la Fondation pour les études et la recherche sur le développement international. Il a traité de ces questions et d'ailleurs, il a traité un ouvrage intéressant, l'exonération fiscale et aide publique au développement, la fin d'une espèce d'antinomie. Écoutons avec lui la situation des exonérations fiscales, de la gestion des exonérations fiscales dans le cadre de l'aide publique au développement en Afrique. Quelles sont les expériences qu'il a pu collecter dans cette région? Ça, c'est simplement un calcul avec des données macroéconomiques de l'ampleur de la dépense fiscale générée par l'aide projet avec financement extérieur. Donc, on est autour de, par exemple, pour le Bénin, on est à 1% du PIB, du PIB en 2016. Ça diminue à 0,5% du PIB. Ce sont des dépenses fiscales directes. C'est très difficile ensuite, je reviendrai peut-être d'évaluer les effets indirects avec les problèmes de fraude, avec l'abus d'utilisation des exonérations accordées. Néanmoins, pour le Cameroun, où on a travaillé avec le FMI, les données de 2019 qui montrent que l'exonération, ou en tout cas la dépense fiscale associée à l'aide projet est de 0,63% du PIB, c'est de s'appuyer essentiellement sur des données microéconomiques collectées entre autres en douane et donc est assez proche des approximations que l'on avait au niveau macroéconomique. Comme vous pouvez le voir pour d'autres pays, ces dépenses fiscales au sens large, parce que je vais parler ensuite de prise en charge dans certains pays, notamment francophones, des prises en charge qui sont traduites par le système de voucher en anglais, par les Nations Unies. Donc, ce système de prise en charge génère des recettes d'ordre qui ne sont pas des vraies recettes fiscales en dégageant un espace fiscal supplémentaire. Ce sont des jeux d'écriture où l'État prend en charge la fiscalité liée au projet financé par les donneurs. On va y revenir avec le cas du Bénin qui arrive plus ou moins à bien gérer ce programme-là, cette approche-là. Donc le Libéria, par exemple, vous avez 7% du PIB. On a une estimation de 7% du PIB comme dépenses fiscales associées à l'aide projet. Bon, bien sûr, tous ces chiffres sont liés, entre autres, notamment à la pression fiscale dans les États et puis au taux d'aide rapporté au PIB, entre autres, et puis la composition de l'aide en général. L'étude faite par
le Centre d'études et de recherche sur le développement international, tout comme la Fondation pour les études et la recherche sur le développement international, a concerné plusieurs pays en Afrique subsaharienne. Mais évidemment, l'Afrique, c'est un continent très vaste. On va prendre le cas de 3 pays, le Kenya, le Cameroun, le Bénin. Écoutons, encore une fois de plus, Grégoire Rota, grâce aussi. Donc, on a trois études de cas avec assez diverses. Donc, le Kenya, je commence par le Kenya et c'est encore un travail en cours puisqu'on va essayer de rencontrer les autorités kenyanes. À la lecture de leur texte, aujourd'hui, on a une exonération de la fiscalité indirecte et on a une taxation complète de la fiscalité directe. En fait, en général, les dépenses fiscales et les exonérations vont souvent concerner la fiscalité indirecte et les droits de douane, donc la TVA, les droits de douane, les droits d'assises éventuellement. On a une procédure relativement complexe. Et ce qu'il est intéressant de noter, c'est que dans le système kényan, comme l'aide internationale est régie par des accords internationaux, les exonérations au titre de cette aide internationale rentrent dans le système fiscal de référence. Donc, ne constituent pas une dérogation au système de droit commun, qui est le système fiscal de référence, et donc ne sont pas des dépenses fiscales pour le Kenya, à la lecture de leur législation. Le Cameroun, on a déjà beaucoup plus travaillé sur le Cameroun. Le Cameroun a essayé de basculer vers un système de fiscalisation complète de l'aide projet sur son territoire, avec 2 lois de finances récentes en 2018 et 2019. Pardon, je vais faire une coquille. Avant, on avait un système assez mixte d'exonération ou de prise en charge, mais le mécanisme de prise en charge, donc c'est-à-dire que le pays, le Cameroun, prenait à sa charge la fiscalité, notamment indirecte, due sur le projet financé par l'extérieur, financé par les bailleurs. Au Cameroun, ça soulève de gros problèmes budgétaires puisqu'on a le trésor public camerounais qui est assez frileux pour faire des engagements et des dotations budgétaires très importantes. Donc, si vous voulez, cette prise en charge qui est un mécanisme de fiscaliser et d'éviter une exonération, c'est aussi un jeu d'écriture qui associe pas uniquement les administrations fiscales, mais également le trésor. Et dans le cas camerounais, on a un problème de coordination entre ces services. Et à la fin, vous avez quand même des recettes que l'on qualifie des recettes d'ordre. C'est des recettes fiscales fictives qui sont immédiatement affectées à une dépense associée au projet. Donc, ça ne dégage pas un espace budgétaire supplémentaire. Donc, c'est en cela qu'on peut les considérer aussi comme des dépenses fiscales. En plus, il faut souligner que la Chine est très importante comme donneur au Cameroun. Et la Chine demande, enfin, en tout cas, d'après ce que l'on a échangé, demande essentiellement des exonérations. C'est le plus gros bailleur au Cameroun. Enfin, le Bénin a un système de prise en charge qui semble efficace. Donc, encore une fois, ce n'est pas une fiscalité acquittée directement par les bailleurs. C'est une fiscalité qui est prise en charge par les autorités béninoises. Ils ont mis en place une structure de coordination entre les différents services au Trésor, à l'administration des impôts et aux services douaniers, de façon à automatiser la prise en charge et à garder à garder toutes les intervenants dans le cadre d'un projet financé par l'extérieur sous le régime de droit commun. Donc, on a des recettes et des dépenses d'ordre de l'ordre de 1% du PIB, c'est pas négligeable, mais ça fait gonfler effectivement la pression fiscale, ça améliore l'effort fiscal. Et ça permet effectivement d'avoir aussi cette prise en charge, une certaine traçabilité des dépenses fiscales, qui peut être encore perfectible, ou en tout cas une traçabilité des recettes d'ordre par projet effectué au Bénin. Je rappelle que si cela intéresse quelques-uns, vous allez sur le site du CERDI, vous y retrouverez l'essentiel des publications de Grégoire Rota Graziosi. Cette discussion intéresse aussi les Nations Unies qui se sont penchées sur le système via sa division économique. Elle a produit ce qu'on appelle des lignes directrices.
À l'occasion de ces discussions, nous avons eu Julie Makani, elle est d'origine tanzanienne, mais elle a travaillé sur ces questions. Et avec elle, on va déjà essayer de comprendre quel est le cadre que les Nations Unies ont mis en place pour aborder cette question. Écoutons Julie Makani. Nous faisons partie de ce comité. Nous avons commencé sur les lignes directrices depuis 2017, lancées en 2021, et elles sont déjà disponibles sur notre site web. Certains pays ont déjà accédé. À l'heure actuelle, nous avons une version anglaise et en espagnol, bientôt une version en français, et dès que ce sera disponible, nous espérons que la plupart des pays pourront y accéder et le trouveront utile. Concernant les lignes directrices, comme cela a été suggéré, l'objectif est de faire des suggestions, s'intéresser à la question, et plusieurs intervenants l'ont déjà dit, ont insisté là-dessus. L'agenda fiscal en matière d'ODD d'ici à 2030, et nous souhaitions nous intéresser à ce sujet et apprécier les efforts faits en matière de coopération et d'aide pour le développement pour qu'elle ait un impact plus important et qu'elle soit plus efficace, et également une manière de le rendre plus efficace. Et donc le comité fiscal s'est intéressé à ces lignes directrices, et l'objectif était vraiment de prendre en compte les aspects qui permettaient de mettre en œuvre cet engagement, et pour que les pays bénéficiaires et les bailleurs de fonds puissent suivre ces lignes directrices afin de faciliter ce choix sur la manière dont ils peuvent négocier ces conventions afin d'éviter de demander cette fiscalité, puisque les pays bailleurs de fonds et bénéficiaires peuvent négocier comme ils le souhaitent, mais l'objectif, et comme l'ont dit les précédents intervenants, c'est d'insister sur la mobilisation des ressources nationales pour le développement afin de voir comment cela peut être fait de manière durable. Et cela se fait notamment en essayant de s'assurer que les exonérations fiscales soient évitées, et si elles existent, eh bien qu'elles soient mesurables et que leur impact puisse être évalué. L'ONU, évidemment, doit agréger et arbitrer sur plusieurs intérêts qui peuvent être divergents. Une fois de plus, avec Julie, nous allons essayer de comprendre c'est quoi le périmètre du cadre que se sont fixés les Nations Unies pour la fiscalité de l'aide au développement. Une fois de plus, Julie Makani. Le périmètre des lignes directrices concerne l'aide de pays à pays, des gouvernements à gouvernement. Elles ne sont pas contraignantes, ce sont simplement des lignes directrices pour que les pays puissent les prendre en compte, les bailleurs de fonds et les bénéficiaires. Elles reconnaissent également le fait que souvent, il y a des accords, des conventions entre les pays bénéficiaires et donateurs, et elles sont souvent différentes. Il peut y avoir un grand nombre de conventions, et le régime fiscal de cette assistance peut varier. Et donc, c'est ce qu'on beaucoup ont dit, la charge pour l'administration est plus importante pour les pays en développement. C'est ce sur quoi se basent les lignes directrices. L'objectif est également de trouver une manière cohérente qui permette que l'aide au développement puisse prendre en compte cet aspect fiscal, sachant qu'il y a déjà des principes fiscaux au niveau national qui ne nécessitent pas toujours de renégocier ces conventions. Évidemment, on ne peut se séparer sans aborder ce que contiennent ces lignes directrices. Et nous avons eu la chance d'avoir une des personnes qui a participé à la rédaction de ces lignes directrices, notamment dans le cadre du secrétariat. Elle, c'est Joséphine Mthoni Mochiri. Écoutons déjà ce que contient la première vague des lignes directrices, notamment les lignes directrices de 1 à 7. Nous avons publié un livret avec 7 chapitres, un résumé exécutif, des informations de contexte, une introduction aux lignes directrices. Et nous nous intéressons également à la portée et l'objectif des lignes directrices afin que tout le monde comprenne bien l'objectif que nous avions en tête et le périmètre, la portée, pour ne pas aller au-delà de leur portée. Ensuite, les lignes directrices elles-mêmes. Et dans les lignes directrices, nous nous intéressons aux principes fiscaux reconnus internationalement. Ils sont importants puisque ce sont des principes sur lesquels se basent ces lignes directrices. Ensuite, il y a des explications des lignes directrices, un aperçu, une explication de la réflexion derrière celle-ci,
Et ensuite, une explication sur les principes fiscaux reconnus au niveau international qui sont applicables afin d'avoir une compréhension commune. Il y a 13 lignes directrices et elles s'intéressent chacune à un aspect. Il y a donc des principes de base. Concernant la première ligne directrice, on encourage les pays bailleurs de fonds à éviter de demander des exonérations lorsque cela est possible. Bien sûr, cela dépend des pays. Parfois, il y a des exemples où la législation fiscale n'est pas conforme à ces règles internationales, où les pays donateurs sont préoccupés par la structure de gouvernance. Alors, dans ce cas, ils peuvent demander une exonération, mais la plupart du temps, on les encourage à éviter de faire cela. Deuxièmement, les pays bénéficiaires, on les encourage à s'assurer que le régime fiscal de ces transactions dans les projets d'aide gouvernement à gouvernement sont conformes aux principes fiscaux reconnus au niveau international. Dans ce cas, il n'a pas besoin de demander d'exonération puisqu'elles sont déjà conformes aux principes fiscaux reconnus au niveau international. Ensuite, reconnaissance des dispositions fiscales. Cette ligne directrice indique que les pays bénéficiaires et donateurs doivent s'assurer que les autorités fiscales fassent partie des négociations. Cela paraît clair, mais il faut que les autorités fiscales soient présentes, même si les négociations se font de la part d'un autre ministère. Si le projet d'aide concerne peut-être le ministère de la Santé, eh bien, s'il y a des dispositions fiscales, nous encourageons à ce que les autorités fiscales fassent partie des négociations. Ensuite, le périmètre des dispositions fiscales négociées. La quatrième ligne directrice recommande que les pays bénéficiaires et les pays donateurs prévoient d'adopter des dispositions spécifiques qui doivent être liées ni uniquement à la question des pays donateurs et non à d'autres parties telles que les consultants ou fournisseurs de services. Ces dispositions fiscales ne doivent pas être décidées de manière à ce qu'elles arrivent à une exonération volontaire d'une entreprise étrangère. Donc, lorsqu'il y a ces négociations, respectez bien ce périmètre et il ne faut pas lorsqu'il y a ces exonérations, qu'elles amènent à une exonération d'un bénéficiaire tiers. Ensuite, la transparence. Le pays bénéficiaire, le pays donateur et l'agence ou organisation internationale à travers laquelle cette aide est apportée, il faut un développement et une révision de ces dispositions et qu'elles publient ces politiques en matière d'aide gouvernement à gouvernement. Et donc, le public doit être informé de ces politiques. Et il faut faire une révision régulière, puisque cela peut nécessiter des changements. Donc, quelle que soit la politique, elle doit être conforme aux besoins du moment, puisqu'il s'agit d'une mobilisation des recettes domestiques dans le cadre des ODD. Donc, il faut faire une révision de ces politiques et de les développer. Et la publication d'une partie des conventions ou des accords ou protocoles d'accord en matière de régime fiscal. Cela est également inclus, mais cela est sujet à des nécessités réglementaires en matière de confidentialité. Nous respectons cette confidentialité, mais dans ce cadre, nous encourageons à ce que ces parties des conventions ou accords liés au régime fiscal, il faut qu'ils soient publiés pour que le public en soit au courant. Cela améliore la transparence de ces processus et de ces exceptions. La transparence, la coopération, l'ONU préconise non pas des cadres imposés. Écoutons la suite des lignes directrices, toujours avec Joséphine Mothoni-Mochiri. La ligne directrice numéro 7, de 7 à 13, cela concerne la mise en œuvre des dispositions fiscales en matière d'aide de gouvernement à gouvernement. Ligne directrice 7, il faut s'assurer que les dispositions négociées fassent ordre de loi. Les dispositions fiscales doivent être mises en œuvre dans la loi et donc les pays donateurs et bénéficiaires doivent s'attaquer à ces dispositions qui ne sont pas mises en œuvre dans la loi et donc elles doivent faire force de loi. Ligne directrice 8. Lorsque vous donnez ces exonérations, il est très important que le pays bénéficiaire fasse des prévisions en matière
d'impact sur les recettes fiscales et qu'il prépare des révisions des dépenses fiscales. Le pays bénéficiaire doit s'intéresser à l'impact sur les recettes fiscales de cette exonération. Et également, qu'est-ce qu'une dépense fiscale? Quelles sont les dépenses liées à ces exonérations et exceptions? Ensuite, lorsque vous offrez ces exonérations, assurez-vous que le mécanisme réduit la charge administrative et le risque d'abus. Assurez-vous qu'il soit facile de les mettre en œuvre et qu'il n'y ait pas de lacunes ou d'abus ou de bénéfices à un bénéficiaire non attendu. Lorsqu'il y a une exonération en matière de fiscalité directe pour les services, les biens, la TVA, les droits de douane, eh bien, si ils sont décrits dans les principes fiscaux reconnus à l'international, il est important d'avoir de la clarté. Il faut clairement identifier avec la terminologie fiscale le fait que dans le pays bénéficiaire, ces exonérations soient bien claires. Ensuite, il faut bien restreindre cela à des biens clairement identifiés pour éviter toute confusion. Quelle que soit l'exonération que vous accordez, il faut qu'il soit bien clair de quoi il s'agit et quels sont les biens concernés. Cela est très lié au numéro 11. Lorsqu'il y a ces exonérations et qu'elles sont données en dehors des principes fiscaux reconnus à l'international, il faut utiliser une méthode ou un système de réduction de l'abus et permettre également à réduire ce risque. Notamment, par exemple, lorsqu'on peut confirmer que ces dépenses qui augmentent, eh bien, que la personne est déjà payée pour les biens et les services. Si vous vérifiez cela, vous éviterez les abus et vous pouvez vous assurer que cette exonération est limitée purement aux biens liés au projet et non des biens secondaires ou périphériques à ce projet. Ligne directrice numéro 12, il faut créer des dispositions qui permettent que s'il y a dans le pays bénéficiaire des biens qui sont jetés, alors il faut s'assurer qu'il y ait des processus en marche. Par exemple, si vous souhaitez imposer un régime fiscal sans cette exonération. Et donc la ligne directrice 12 encourage à des dispositions en cas de jet des biens concernés. Ligne directrice 13. Il faut savoir si l'exonération est offerte ou non. Il faut suivre les prérequis fiscaux dans le pays donateur lorsqu'il y a des paiements. Il y a déjà un système fiscal qui nécessite de faire un reporting avec des informations nécessaires et des prérequis également dans le pays bénéficiaire. Et donc, nous encourageons à suivre ces règles, que le pays donateur suive toutes ces obligations déclaratives. Et donc, pour résumer, voici pour les lignes directrices. Et comme je l'ai dit, il faut de la clarté et il faut expliquer de quoi il s'agit, sur quel accord international il se base et à quoi il s'applique. Qu'est-ce qui pousse à cela? Quelle est la réflexion derrière et comment la mise en œuvre se fait? Ces informations se trouvent dans notre guide et nous allons inclure un lien vers la publication en espagnol et en anglais dans le chat. Et s'il y a des participants qui n'ont pas encore eu l'occasion de consulter ces lignes directrices, vous pourrez y accéder à travers notre site web. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, nous n'avons pas certainement abordé toutes les questions relatives aux exonérations fiscales dans le cadre de l'aide au développement, mais il faut le dire, c'est une source de flux financiers qui parfois peut être illicite pour l'Afrique sous le prétexte de l'aide. Des entreprises ne sont pas obligées de payer l'impôt, alors que dans le même champ, des entreprises concurrentes au sein des pays bénéficiaires de cette aide sont parfois obligées de payer. Il y a déjà un problème de justice fiscale, mais évidemment, c'est des questions sur lesquelles nous reviendrons dans le cadre de nos prochaines éditions. Je rappelle que vous pouvez suivre notre podcast sur sa page de podcast impotsocial.libsyn.com, Libsyn avec S-Y-N à la fin. Vous pouvez aussi aller sur la page des podcasts de Tax Justice Network, notamment de taxcast.net, et vous cliquez sur l'onglet en français, vous retrouverez votre programme. Et pour ceux qui ont Stitcher, allez sur l'application ou encore sur YouTube, www.impôts et justice sociale. J'annonce que nous sommes désormais plus de
20 000 à avoir écouté nos podcasts. Et je vous dis merci à vous. Et pour interagir, allez sur notre page Facebook, Impôt Social, Impôt et Justice Sociale, ou encore sur notre page Twitter, Impôt Social. Pour ceux qui veulent m'écrire, idriss@taxjustice.net ou encore Impôt Social, impôt avec S-8 au milieu, avec social, @outlook.fr. Au revoir et à la prochaine pour un autre podcast du réseau Tax Justice Network.